Bonjour, rebonjour. Je suis très heureuse d'ouvrir cette première table ronde de ce colloque, consacré donc au musée dans les 2 décennies d'après-guerre. 1945-1960 dit le programme, et nous disions en concertation que nous pourrions penser à 1945-1969, qui est la dernière année de mandat ministériel d'André Malraux, pour ouvrir le champ et notamment introduire André Desvallées, dont M. Mérès va nous parler. Alors, j'ai récemment achevé ce page-turner extraordinaire, je trouve, qui est l'histoire mondiale des musées de Christophe Pommian, qui brosse admirablement les enjeux de cette histoire mondiale des musées. Dans l'introduction, je trouve qu'il décrit merveilleusement notre métier de conservateur, puisqu'il nous y transforme en passeurs. Il y dit que travaillant au service d'une personne morale, et c'est toute la différence du basculement des collections privées vers les collections publiques que sont les musées, notre mission, c'est celle de transmettre au plus près de ce que nous avons trouvé la collection pour celui qui nous suit. Et son 10e livre s'appelle « Le boom des musées ». On a largement déjà parlé ce matin de cette ouverture du XXe siècle vers les musées. Et il l'ouvre sur l'évocation de l'importance de la notion de métamorphose. Cette notion de métamorphose, c'est ce qu'implique la décontextualisation, recontextualisation, qui est au cœur de nos métiers, quel que soit le type de collection dont nous nous occupons. Et un manifeste de cette... C'est très intéressant, je trouve, de le lire sous cet angle, Christophe Pommian, puisqu'il assume que pour lui, même si ça peut sembler démodé, un manifeste de cette métamorphose, c'est en 1947, la publication du Musée imaginaire par André Malraux, que je viens de citer. Et ce dernier, ministre de la Culture, des Affaires culturelles, donc de 1958 à 1969, représente un moment très important de cet entre-deux-guerres dont nous allons parler, dont vous allez parler. Moi, je ne dirai rien, je vous écouterai. Et Christophe Pommian pointe dans son court chapitre, qui est ce chapitre 10, puisque brossant toute l'histoire mondiale des musées, tout semble aller vite, en même temps qu'il griffe les choses importantes. Et il caractérise quelques grandes nouveautés de l'après-guerre, selon lui, dans son histoire mondiale des musées. Des caractéristiques différemment posées, bien évidemment, suivant les continents. Et il le dit très bien. Et si l'on s'en tient aux musées occidentaux, il caractérise l'essor des musées d'histoire, d'une part, l'entrée des collections du XXe siècle, fussent-elles beaux-arts ou d'autres champs disciplinaires, comme sujet de musée, d'autre part, qui, pour lui, sont un des grands faits de l'après-guerre. Et bien sûr, il évoque la dimension primordiale du message mémoriel que porte un musée, et il s'ancre là sur certains grands musées mémoriels de l'après-guerre, Auschwitz, Hiroshima bien sûr, mais aussi la création de plusieurs musées juifs dans toute l'Europe, y compris l'Europe centrale. Autant d'aspects qui, à mon avis, sont peut-être des aspects que nous allons croiser avec vous trois, différemment posés, et vous, madame, qui êtes à l'écran, du moins je l'espère, madame Simoneau, pour ensemble évoquer cette période de 1945 à 1969, donc si vous le voulez bien. Alors, pour évoquer cet après-midi ces années, nous avons le plaisir d'avoir 4 intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu de cette table ronde. Vous parlerez tout d'abord Isabelle Anatole Gabriel, qui est docteure en histoire, maître de conférences et autrice de la Fabrique mondiale du patrimoine, l'UNESCO et la protection patrimoniale, qui est paru en 2016. Puis vous prendrez la parole, Philippe Duret, si vous le voulez bien, si vous le voulez toujours, conservateur général du patrimoine honoraire, ancien directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, administrateur général de la Réunion des musées nationaux, puis directeur pendant 15 ans, je crois, de l'école du Louvre, de 2002 à 2017, si je ne me suis pas trompée. Et vous venez d'en écrire l'histoire dans une publication qui s'inscrit pleinement, à mon avis, au cœur des publications essentielles pour les enjeux qui sont ceux de l'ensemble de ce colloque. Puis, François Mérès, docteur en histoire de l'art et en muséologie, professeur à l'Université de la Sorbonne Nouvelle 3, vous nous ferez redécouvrir quelques aspects des figures importantes du monde de la conservation d'après-guerre, inclus sans doute André Desvallées. Enfin, Madame Simoneau, que je ne vois pas, mais si, vous êtes en face de moi, je regarde l'écran derrière moi, pardon. Bonjour, vous êtes docteur en histoire de l'art, ingénieur de recherche et chargé de cours à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, et enfin de communication en 4e partie, vous nous ferez part plus spécialement de votre recherche sur l'histoire de la revue de la GCCPF. À vous la parole, je l'ai déjà trop gardée. Isabelle. Ah, très bien. Merci beaucoup, merci Isabelle. Bon après-midi à tous. Et puisque je suis la première à
intervenir dans cette table ronde, vous me permettrez de remercier les organisateurs, la présidente Madame Cuenca et les membres du comité scientifique de m'avoir invité et donc donner l'occasion de rejoindre le corps dont je suis issue, mais que j'avais quitté pour quelques décennies, et de me permettre, donc en me joignant à vous, de parler de l'UNESCO et non pas pour ou au nom de l'UNESCO, ce qui est un petit déplacement important. Donc parce que le grand événement de l'après-guerre, c'est bien sûr dans le domaine de la culture et des sciences et de l'éducation, la fondation de l'Organisation internationale pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, et bien sûr tout de suite, puisque la création a lieu à Paris, enfin, d'abord à Londres, mais elle s'installe à Paris, et la question du leadership intellectuel, scientifique de la France dans cette nouvelle organisation, question qui se pose, puisque comme cela a été évoqué ce matin, la France avait joué un rôle important dans la Société des Nations en bataillant pour créer à côté du Comité international pour la coopération intellectuelle qui était à Genève, un autre institut, l'Institut international pour la coopération intellectuelle, et qu'elle avait donc revendiqué, y compris à travers des sous-commissions comme l'Office international des musées, elle avait revendiqué une place prééminente, une sorte de leadership donc dans cette histoire internationale des musées et de la culture qui s'ébauchait. Donc, les premières années à la création de l'UNESCO, eh bien, on peut dire, oui, que la France, avec ses réseaux professionnels, peut continuer le travail qu'elle a commencé avant la Seconde Guerre mondiale, un travail qui met les musées comme institution culturelle au centre des politiques de normalisation, des formations, des standards d'intervention, de préservation, etc., de fouilles. Vous avez tout le monde à l'esprit les grandes conférences internationales du Caire, d'Athènes, donc qui ont lieu dans les années 30. Et donc les premières années à l'UNESCO voient se rejouer cette centralité des musées dans les questions qu'on n'appelait pas encore les questions de patrimoine. Mais bien vite, la situation change parce que l'UNESCO n'est pas la Société des Nations, que d'abord il y a une augmentation numérique des États, des pays membres, qu'il y a des grands mouvements géopolitiques, l'installation très rapidement de la guerre froide, le début de la décolonisation, et puis la cristallisation d'un certain nombre d'un groupement qui prendra le nom de groupe des non-alignés à partir de Bandung de 1955. Et donc la France va se retrouver dans une position singulière, et cette singularité est fait à la fois, peut-être, alors pour parler un peu vite, à la fois sa grandeur et aussi peut-être une absence de visibilité à l'international plus tard. En effet, je vais prendre un exemple très concret. Dès les années 50, commence à se discuter un instrument international qui était la future Convention pour la protection du patrimoine des biens culturels en cas de conflit armé. Et cette convention est soutenue par un ensemble d'États qui, pour le dire vite, là encore, sont les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne, les États-Unis, qui ont une approche véritablement très professionnelle, technique, sur les métiers de conservateur du musée, de la profession, de ce que c'est que la préservation du patrimoine. Mais ils sont, donc ça c'est dans l'optique du plan Marshall, où véritablement la grande direction de ces premières décennies 50, c'est la reconstruction de l'Europe. Mais comme l'UNESCO s'est étendue à d'autres États, bien sûr les enjeux, les intérêts, les priorités sont différentes et se cristallisent au tout début des années 1950 un groupe d'États qui revendique le fait que la priorité de la protection du patrimoine en cas de conflit n'est pas véritablement ce qui les intéresse, ce qui met en péril leurs biens culturels, eh bien, c'est le temps. Donc une négociation s'établit entre ces deux groupes d'États, donc une
un groupe d'États auquel appartient la France et les pays anglo-saxons qui veulent véritablement que les musées, leurs approches, leurs standards restent la priorité de l'UNESCO, et puis un autre groupe qui veut un autre programme qui sera l'ancêtre de la Convention de 1972. Et la singularité de la position française, elle est remarquable parce que si on plonge dans les archives et les votes, on s'aperçoit que elle se désolidarise du groupe anglo-saxon concentré sur la reconstruction et qu'elle va souvent voter avec les pays, un ensemble de pays beaucoup plus divers, l'Inde, le Mexique, les pays d'Asie, les Philippines. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, alors que s'amorce ce grand collectif patrimonial qui va devenir le patrimoine de l'humanité, puisqu'en 1952, de cette négociation autour de la future Convention de 1954, ces États non européens obtiennent un changement de formulation et de programme musée et patrimoine, eh bien, tout le travail des musées est subsumé par ce nouveau programme qui est préservation du patrimoine de l'humanité. Et la France adhère à ce projet. Pourquoi ? Parce que c'est un des pays qui a développé le plus, depuis la Révolution française, ce discours historique sur les arts, c'est-à-dire ce discours de liberté émancipateur qui correspond parfaitement avec cette ambition qui est faite de l'utilisation des arts et du patrimoine pour le dialogue entre les peuples, pour le rapprochement entre les peuples. Donc là, voilà, à travers cet exemple de la Convention de 1954, on pourrait le faire aussi pour la négociation de la future Convention de 1970, c'est-à-dire la question de la propriété nationale des œuvres. Eh bien, c'est la même chose, alors que le groupe anglo-saxon tient à réitérer, réaffirmer l'obligation, la nécessité de circulation des œuvres. La France votera néanmoins pour, au contraire, affirmer que l'État-nation est le seul propriétaire de ces œuvres. Donc, vous voyez, il y a ce qui, on pourrait dire, contredit un petit peu toute à la fois sa politique de fouilles archéologiques à l'étranger, etc., si on veut reprendre donc une figure coloniale, pour le dire vite. Donc voilà, cette ambiguïté de la France, elle est très intéressante. Cette ambivalence, cette polarisation de l'attitude de la France, elle est extrêmement intéressante parce que d'une part, elle montre que ces 15 années de reconstruction sont vraiment une période de mutation où le monde des musées, on peut le dire, va passer au second plan au sein de l'UNESCO et le programme de patrimoine de l'humanité va prendre le devant de la scène. Alors néanmoins, la France et les acteurs français, les conservateurs français sont toujours extrêmement présents. On le voit si on croise cette histoire des idées avec l'histoire des acteurs et en particulier à travers une revue qui est la revue Muséum, qui est rebaptisée Muséum après la guerre. Et le premier numéro de cette revue est consacré au musée de France. Donc on a là vraiment une très haute visibilité des conservateurs français à l'international. Pourquoi ? Parce que c'est la première conférence générale de l'ICOM, nouvellement créée, donc, qui se tient à Paris. Et là, on retrouve parmi les auteurs de ce numéro tout le panel, je veux dire, de disciplines, historiens de l'art contemporain, archéologues, donc il y a des ethnologues, il y a Paul Rivet, il y a le directeur du Palais de la Découverte, donc la question des sciences et des techniques. Donc c'est André Léveillé, non pas André de Vallée. Donc André Léveillé jouera un rôle très important pendant toutes ces 15 années jusque dans les années 1960. Il fera partie du comité éditorial de la revue et c'est lui qui va justement batailler, en tout cas réaffirmer ce rôle important des musées à l'international, puisqu'il lance l'idée dès 1949 d'une croisade pour les musées
qui ne sera finalement inscrit dans les programmes de l'UNESCO que 5 à 6 années plus tard, et il sera transformé en campagne internationale pour les musées en 1956. Alors qu'au même moment, on vote la recommandation sur les principes directeurs à appliquer en matière de fouilles, donc ancêtre de la Convention de 1970. Donc on voit pendant cette décennie 50, ces deux histoires se croiser, et je vais... J'espère ne pas trop dépasser. Et c'est vraiment intéressant de la constater au niveau des programmes. Je crois que ce qui est beaucoup plus... qui reste une question de recherche, je crois que ça a été évoqué ce matin, c'est d'une part la manière dont... quelles étaient les relations entre ces individualités parisiennes. On a noté que c'était quelque chose de très parisien, de musée national. C'est vrai que les grands acteurs, les auteurs qui sont visibles via Muséum et après l'ICOM à l'international, c'est un petit cénacle, et on ne sait pas comment cette petite communauté d'acteurs visibles à l'international échange avec le reste des musées français, d'une part. D'autre part, on ne sait pas non plus comment les instruments normatifs internationaux, c'est-à-dire toutes les grandes conventions qui sont votées au plan international, qui sont des moments de seuil, de rupture importants, cela rétroagit dans les pratiques au niveau national. Il me semble que, alors qu'on parle beaucoup, on étudie beaucoup les organisations internationales à travers les discours, on étudie moins le réseau communicationnel qui peut s'établir entre les acteurs entre eux, à travers leurs correspondances personnelles, à travers leurs archives personnelles. Et il me semble qu'il y a tout un travail d'étude à démarrer, et qui permettrait véritablement de faire le lien entre l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France, la GCCPPF, j'y suis arrivée, et le niveau plus international à travers la revue Muséum, mais aussi l'ICOM, entre autres. Voilà, donc c'est un peu un appel à de nouvelles recherches, plus au niveau des acteurs français et de leur mise en relation, comment ils se sont relationnés avec ces grandes individualités qui étaient présentes à l'international. Voilà, merci beaucoup, Isabelle. C'est très intéressant votre évocation de cette émergence du patrimoine, précisément au moment où les mêmes pays qui portent cette émergence du patrimoine sur les musées multiplient les musées. Il y a tout un aspect statistique, justement, dans le travail de Christophe Pomian, qui est très éloquent dans ce sens-là. Et finalement, les musées étaient peut-être appréhendés jusqu'à ce moment de l'après-guerre dans une forme de philosophie à la 19e, et c'est un basculement qui intervient avec cette Seconde Guerre mondiale. Je pense donc que Philippe va pouvoir, si vous le voulez bien, prendre la suite dans cette étude de l'évolution à partir des années 40. À vous, Philippe. Oui, alors pour évoquer un point très précis, qui est une question de formation des conservateurs dans ces années d'après-guerre, avec l'exemple de la section supérieure de l'école du Louvre, qui couvre la période 1941, en fait, ça démarre pendant la guerre, jusqu'à 1963. Deux objectifs distincts avaient présidé à la création de l'école du Louvre en 1882. D'une part, la formation technique des futurs professionnels de musée. D'autre part, l'enseignement pratique de l'archéologie et de l'histoire de l'art par l'étude des objets de musée. La formation technique, bien qu'imaginée et souhaitée la première, ne connut cependant de traduction officielle que tardivement, en 1929, avec la création des conférences techniques de muséographie, même si certains professeurs, dès le début de l'école, avaient inclus de façon plus ou moins importante des éléments de muséographie dans leurs cours. En fait, l'école douta longtemps de l'existence de débouchés professionnels en nombre suffisant pour justifier une formation technique autonome et diplômante. À partir du début des années 30, cependant, un véritable cours de muséographie fait de leçons théoriques et d'exercices pratiques y fut délivré en 3e année, sanctionné par un certificat d'études muséographiques. Cette formation technique, jointe à l'enseignement pratique de l'archéologie et de l'histoire de l'art par les objets de musée, formait un tout. Celui-ci restera longtemps unique en son genre en France et expliquera qu'à 2 reprises, en 1941 et en 1986, l'école soit désignée comme l'organisme officiel de formation des conservateurs.
Chaque fois, cependant, un changement dans le statut administratif de ces derniers viendra remettre ce rôle en question. C'est la première expérience, celle de 1941, qui se poursuivra jusqu'en 1963, que je voudrais évoquer maintenant brièvement. Cette expérience trouve son origine dans un projet de réorganisation des musées conçu et mis en place en août 1941 par Louis Hautecoeur, alors secrétaire général des Beaux-Arts du gouvernement de Vichy. Cette réorganisation, précisons-le tout de suite, sera maintenue pour l'essentiel de ses dispositions à la Libération. Il s'agissait globalement de renforcer la tutelle de l'État et le rôle des conservateurs dans l'ensemble des musées. À ces derniers, le projet tendait à offrir des perspectives de carrière moins aléatoires, accroissait leur rôle en matière d'acquisition et leur assurait des débouchés nouveaux dans les musées de province, désormais répartis en deux catégories, des musées classés, dotés d'un conservateur fonctionnaire de l'État, et des musées simplement contrôlés, dont le recrutement restait libre. Cette orientation générale avait pour corollaire un nécessaire renforcement de la formation des conservateurs, d'où la place accordée à l'école du Louvre dans la Réforme. Hautecoeur connaissait bien l'école pour y avoir enseigné depuis 1920. Il souhaitait en renforcer les exigences, sans toutefois abolir son rôle en matière de diffusion d'une culture artistique générale. De là, le choix principal de la Réforme, distinguer entre deux catégories d'élèves. D'une part, des élèves spécialisés dits agréés, recrutés en petit nombre sur concours à l'entrée en première année, poursuivent notamment par la muséographie une formation de conservateur et seuls admis ensuite à soutenir une thèse, et d'autre part des élèves libres, pouvant s'inscrire à l'école comme auparavant, sans exigence particulière ni limitation de nombre, mais ne pouvant suivre que l'histoire générale de l'art et les cours organiques. Les premiers, après la soutenance de la thèse, se voyaient décerner le diplôme d'études supérieures de l'école du Louvre, permettant l'inscription sur une liste d'aptitudes à la fonction de conservateur des musées nationaux et classés. Les seconds recevaient le titre d'ancien élève libre de l'école. Celle-ci gardait par ailleurs ses auditeurs libres qui, eux, ne passaient aucun examen. La nouvelle organisation fut mise en place dès la rentrée de novembre 1941 et fut très largement l'œuvre de Jacques Jaujard, alors directeur des musées de France et de ce fait directeur de l'école, et de Marcel Aubert, premier directeur des études. Ils commencèrent par renforcer les programmes des études en répartissant sur les 3 années de la scolarité l'histoire générale de l'art, qui jusque-là n'était abordée qu'en première année, et en augmentant sensiblement la muséographie étudiée en 3e année. Ils définirent ensuite, avec l'aide du Conseil des études, le programme du concours d'entrée en section supérieure, optant pour 2 épreuves écrites d'histoire, portant sur l'histoire des idées, des lettres, des arts et de la civilisation. Georges Sall proposant par exemple l'histoire du bouddhisme et son influence sur la culture en Asie. L'oral comprenait des épreuves de langue, 3 langues vivantes, ou une langue ancienne ou orientale et une langue vivante. Les candidats devaient avoir moins de 30 ans et moins de 10 places étaient mises au concours chaque année. La raison de ce petit nombre était que les concepteurs de la Réforme avaient tenu à ce qu'il existât, à côté du concours, un accès sur titre en section supérieure, par exemple pour les élèves de l'école normale supérieure, section lettres, pour les élèves de l'école des Chartes, pour les licenciés S-lettres d'enseignement, ou autres titres jugés égaux ou supérieurs par le Conseil des études. Et même qu'il soit possible, dans certaines conditions, d'obtenir sur titre le nouveau diplôme, par exemple pour les archivistes paléographes, pour les agrégés d'histoire diplômés de l'Institut d'art, pour les docteurs S-lettres ayant une thèse d'histoire de l'art, ou encore les anciens membres des écoles françaises à l'étranger. La seule condition étant de satisfaire aux examens de muséologie théorique et pratique de 3e année. Au premier concours, en novembre 1941, il y eut 5 lauréats et 9 admis sur titre. Très vite, cependant, apparurent des remises en question, et d'abord dès 1943, de la part des professeurs de l'école, estimant regrettable qu'il ne soit plus possible pour les élèves libres qui le souhaitaient de suivre comme auparavant un enseignement de muséologie, ni de se livrer à un travail de recherche dont les résultats pouvaient se révéler précieux pour les musées. Jacques Jaujard valida ces objections, pensant qu'une telle sélection parmi les élèves libres pourrait permettre de pourvoir au poste de chargé de mission ou de conservateur dans les musées contrôlés.
Cette réforme de la réforme eut des conséquences importantes pour l'école que je ne ferai que citer. L'apparition d'une 4e année de scolarité uniquement pour les élèves libres et dédiée à la muséographie. La distinction entre des thèses demandées aux élèves agréés et des mémoires demandées aux élèves libres. Enfin, un afflux sans précédent dans les cours de muséographie, rendant plus complexe leur gestion, notamment pour les leçons pratiques dans les salles de musée. La libération n'entraîna pas, je l'ai déjà indiqué, de modifications substantielles. Le décret du 31 août 1945 portant organisation provisoire des musées accrut même le nombre de musées classés. Mais ce décret avait un caractère provisoire, comme je viens de le dire, notamment dans l'attente d'un nouveau statut du personnel scientifique des musées. Le provisoire, cependant, peut durer longtemps dans notre pays. Il faudra attendre ici 18 ans. Concernant la section supérieure, des problèmes se firent jour assez vite. Il y eut d'abord la question des admis sur titre avec des abandons multiples en cours de route, souvent même sans faire acte de scolarité. Dès 1943, on comptera 10 abandons pour 13 admis sur titre. En 1945, 23 abandons pour 27 admis. On s'inscrivait par commodité au cas où et on changeait ensuite d'orientation sans grands états d'âme. Dès 1950, l'admission sur titre dans la section fut donc supprimée, ce qui ne manqua pas par la suite de tendre les relations avec l'université. Il y eut ensuite la question de l'attribution du diplôme d'études supérieures à des candidats pourvus de certains titres universitaires, disposition qui avait été prévue dès l'origine, comme je vous l'ai dit, mais rendue d'autant plus sensible que le décret de 1945 avait autorisé la commission de classement des personnels scientifiques des musées à procéder à l'inscription directe sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur. Il en résulta pour les élèves de la section supérieure un climat d'incertitude et parfois même un sentiment d'injustice dans l'attribution des postes, conduisant l'association des élèves agréés, créée en 1956, à attaquer devant le tribunal administratif certaines nominations. Il y eut enfin la question de la thèse. Celle-ci devait être soutenue dans les 2 ans après la fin de la 3e année, délai jugé trop court, porté à 3 ans en 1946. Mais même ainsi, de nombreux anciens élèves agréés ne purent ou ne voulurent pas l'achever, alors même que l'école avait mis en place pendant la guerre et dans les premières années qui suivirent un système de prix de thèse récompensant pécuniairement les meilleurs travaux. Au total, il y eut 23 promotions d'élèves agréés. Sur 288 inscrits dans la section, seuls 107 ont obtenu le diplôme supérieur, dont 92 à l'issue d'une scolarité normale, 10 par validation d'une thèse de l'école des Chartes, 2 par validation d'une thèse de doctorat, 3 sous conditions particulières. Par ailleurs, 74 ont obtenu le titre d'ancien élève agréé, ayant renoncé à soutenir une thèse. Enfin, 107, surtout des admis sur titre, n'ont pas fait acte de scolarité ou se sont arrêtés avant la fin de la 3e année. Finalement, par décret du 17 novembre 1963, voyait le jour un nouveau statut des personnels scientifiques des musées nationaux déclassés. Pour intégrer le nouveau corps des conservateurs des musées nationaux, il faudra désormais réussir un concours accessible aux titulaires d'une licence ou titres assimilés, parmi lesquels le diplôme de l'école du Louvre. La formation professionnelle était renvoyée à une période de stage de 18 mois postérieure au concours. Quel bilan peut-on dresser de la section supérieure ? Malgré les difficultés rencontrées, qui se traduisirent notamment par un fort pourcentage d'inachèvement des parcours d'études, il y aurait quelque injustice à ne pas souligner les apports positifs de cette expérience. Et d'abord justement son caractère de galop d'essai, tant pour le concours lui-même que pour les modalités de la formation, combinant histoire de l'art, muséographie et travail de recherche, cela en lien étroit avec les musées. De nombreuses personnalités du monde des musées de l'après-guerre sont issues ou sont passées par la section supérieure. Michel Laclotte, qui dans ses souvenirs a souligné la qualité des enseignements reçus, Pierre Rosenberg, Madeleine Ours, Roselyne Bacou, Hubert Landé, Jacques Thirion, Cécile Goldscheider, Victor Beyer, etc. Pour l'école, la section a représenté une étape charnière, la poussant vers le haut, mais la laissant assez longtemps désorientée après sa suppression. Par la suite, l'insuffisance constatée d'une formation professionnelle des lauréats du concours laissés au seul stage de 18 mois conduira à ce qu'on se tourne de nouveau vers l'école en 1986 pour mettre en place une nouvelle section supérieure qui deviendra en 1991 l'École nationale du patrimoine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe.
Ça va mieux comme ça. Merci beaucoup, Philippe Duret, pour cette présentation, qui aura, pour ceux qui n'ont pas encore lu l'ouvrage que vous venez de publier, le mérite, je pense, de vous convaincre tous qu'il faut le lire, parce que par le prisme, ici, ce soir, de la section supérieure, mais par le prisme de l'histoire de cette école, on y comprend beaucoup sur le métier, bien sûr, les métiers, je devrais dire, de la conservation du patrimoine, au-delà même du seul statut de conservateur, et partant sur la vision dans les musées, mais aussi dans le patrimoine en général en France, sur toute la séquence qui représente l'histoire de cette école, de son origine à aujourd'hui. Et c'est vraiment un ouvrage très important pour nous tous. Alors à vous, François, de prendre la parole. Nous vous écoutons avec plaisir. Merci beaucoup. On m'entend ? Oui. Merci beaucoup d'ailleurs évidemment aux organisateurs pour cette invitation. Alors, une nouvelle génération de conservateurs, il faudrait peut-être dire même un entre-deux de générations, deux générations qui se croisent en quelque sorte. Au sortir de la guerre, c'est finalement une génération qui émerge, qui va s'imposer, mais qui a déjà commencé durant l'entre-deux-guerres. Il est très intéressant de voir effectivement les présidents tels que Blandine Chaval les a évoqués, qui pratiquement tous étaient nés dans les années 1870. Ceux dont je vais parler, dans un premier temps, sont nés autour des années 1890-1900. Georges-Henri Rivière, 1897. Jean Cassou, 1897. Jean Vernier-Ruiz, 1896. Georges Sall, 89. Germain Bazin, 1901, René Huyghe, 1906, et André Léveillé aussi, d'ailleurs, 1880, un peu plus âgé, effectivement, mais en même temps, bien sûr, extrêmement actif durant l'après-guerre avec cette croisade des musées dont on a déjà parlé. Alors, c'est cette génération-là, véritablement, qui va être au pouvoir et qui va prendre le pouvoir, pourrait-on dire, qui va largement décliner, pourrait-on dire, la politique et le développement des musées en France et à l'étranger, avec notamment l'action d'un Rivière et de toute une série d'autres. Bien sûr, c'est d'abord un cadre administratif, on l'a déjà largement évoqué, qui change, qui se structure autour, bien sûr, du décret du 31 août 1945 et qui amène la création de la direction des musées de France, qui remplace la direction des musées nationaux. Donc, cette distinction entre musées classés et contrôlés, et surtout, en fait, un renforcement de l'autorité de l'État, en quelque sorte, la prise de contrôle un peu plus forte, cette volonté, en tout état de cause, d'une prise de contrôle plus importante. D'où, bien sûr, une inspection des musées de province, une commission, le rôle, par exemple, de Vernier-Ruiz à cet égard, l'idée aussi, donc, d'un droit de regard pour la création de musées, et notamment, évidemment, sur les musées d'art essentiellement. L'aide, comme vous le savez, qui dit essai de volonté de contrôle, dit aussi la volonté d'avoir de l'argent pour pouvoir l'assumer. Et c'est potentiellement ce qui va être rendu possible avec une partie de l'argent du plan Marshall, qui va pouvoir être affecté au marché, et qui permettra, au musée, et qui permettra à la direction des musées de France de subventionner les travaux de 20 à 40%. Même si, bien sûr, une grande partie est tout de même assurée par les collectivités territoriales, mais ce qui permet tout de même de renforcer l'emprise des musées, bien moins évidemment que plus tard dans les années 80, forcément. Et les responsables se plaignent bien sûr de ne pas avoir assez de budget et donc de manquer en quelque sorte de pouvoir par rapport à ces éléments. L'autre volet, pourrait-on dire, de cette prise de contrôle, c'est par rapport à la professionnalisation au niveau du recrutement. On a parlé bien sûr de cette liste d'aptitudes. Une grande partie du travail de la commission va être mise en place au niveau de ce qu'on pourrait intituler, notamment ce qu'évoque Frédéric Poulard dans son ouvrage sur les conservateurs des collectivités territoriales, la régularisation des responsables de musées. Il y a beaucoup de musées qui n'ont pas du tout, évidemment, de responsables qui soient véritablement reconnus, pourrait-on dire, par la DMF, et ce qui amène bien sûr beaucoup de contestations, beaucoup de négociations pour amener ces transformations, pour changer en quelque sorte un certain nombre de bénévoles et les amener justement à se professionnaliser à travers les systèmes de formation qui ont été mis en place tels que Philippe Duret vient de l'évoquer. Alors, cette évolution-là, elle se fait dans un cadre plus général qui a déjà été rappelé évidemment par Isabelle Anatole, notamment, bien sûr, la réouverture de manière plus globale. Tous ces musées, durant la Seconde Guerre, étaient en caisse pour un grand nombre. Donc, une réouverture, un grand développement des expositions temporaires qui commencent à émerger, et puis aussi, effectivement, des expositions circulantes. Et en parallèle,
cet autre flux qu'on commence à voir poindre et qui va être encouragé, qui est le développement du tourisme, qui va amener dans les années 60 à l'émergence d'un tourisme de masse qui n'est pas encore pour l'heure tout à fait effectif, mais qui va être très largement accompagné et dont on voit, peut-être que Nathalie Simoneau en parlera justement en parlant de la revue de l'association, dont on voit effectivement à quel point ce rôle touristique va être accompagné à travers notamment des actions du commissariat du tourisme, à travers de la signalisation, des cartes, etc., qui sont relayées d'ailleurs dans l'association. Il y a bien sûr un développement des systèmes éducatifs et pédagogiques. On a déjà évoqué cette croisade en quelque sorte des musées qui n'est pas encore véritablement effective. Si les premiers services pédagogiques sur le continent émergent durant l'entre-deux-guerres, c'est essentiellement évidemment à partir des années, de la fin des années 60 qu'on voit véritablement ce développement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté et, à ce niveau-là, on pourrait dire qu'il y a une opposition en quelque sorte entre un certain nombre de responsables, notamment, semble-t-il, tout de même autour du Louvre, qui préfèrent envisager plutôt d'être au service de l'amateur. Et quand on parle de public, c'est parfois aussi d'un public amateur. Il y a aussi des visions qui sont parfois assez fermées par rapport à ces éléments, où on refuse, et il y a beaucoup de critiques par rapport à la masse, ce qu'on appelle parfois aussi le gros public, sinon le grand public, etc., pour lesquels on est relativement critique. L'association la GCCPF va jouer un rôle en pointe à ce niveau-là, de manière beaucoup plus forte peut-être que d'autres responsables autour justement des musées nationaux, visant justement à développer les aspects pédagogiques et va notamment plus tard accorder un rôle important à la lecture de l'enquête de Bourdieu. Alors là, on est à la fin des années 60, mais ce qui amène évidemment ce suivi et cette prise en compte, évidemment, peut-être de manière plus forte du public. C'est aussi évidemment le développement, on pourrait dire le développement de la muséographie. Une muséographie qui a opéré sa première révolution durant l'entre-deux-guerres, évidemment, et dont on voit évidemment la poursuite. Il est intéressant de voir que les textes de référence, qui sont encore de référence durant les années 50, dans le début des années 50, c'est plutôt les textes de Museion ou les deux ouvrages de muséographie. L'UNESCO va jouer un rôle important, à partir de 58 notamment, un manuel de gestion des musées, et puis toute une série d'autres manuels, mais comme vous le savez, la littérature sur le monde muséal, à ce niveau-là, est encore relativement pauvre. Il y a bien sûr le polycopier du cours de muséologie de l'école du Louvre, de Germain Bazin, attribué aussi d'ailleurs à Rivière, qui au début semble y être associé, qui va jouer un rôle, mais l'essentiel de la littérature, il est encore relié au contexte international, c'est-à-dire bien sûr la revue Muséum et aussi, comme je le disais, des références en matière de livres ou autres qui sont parfois plus anciens. Ce qui amène, on pourrait dire aussi, un développement bien sûr de la muséographie, mais en même temps parfois une certaine réticence par rapport à certaines de ces tendances qui avaient été initiées par Rivière ou par René Huyghe lors de l'Expo de 37, en présentant justement cette muséographie révolutionnaire ou autre, ces nouvelles normes modernes dont Dominique Poulot avait montré un exemple, et qui vont encore être décriées, dont on voit à travers un certain nombre de suivis dans les PV de la commission sur les musées, que justement cette muséographie du fil de nylon, telle qu'elle est envisagée, privilégiée par Rivière, ces fonds noirs font l'objet de critiques plus ou moins sévères en considérant que ce n'est pas toujours la règle à suivre. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans cette perspective qu'émerge progressivement une nouvelle génération de conservateurs qui vont entrer progressivement dans l'arène, pourrait-on dire. François Mathey est né en 1917, Hubert Landais en 1921, Pierre Gaudibert 1928, Hugues de Varine en 1935, et c'est donc progressivement et plutôt à la fin des années 50 et durant les années 60 qu'on va voir cette transformation et forcément qui vont amener cette évolution considérable au cours des années 60. Il y a aussi un certain nombre de professionnels qui ont déjà travaillé dans ce qu'on appelait effectivement les colonies, ou bien effectivement en France, mais en Algérie, et qui vont rentrer de la suite de la décolonisation. J'en veux pour preuve notamment, on l'a évoqué, André Desvallées, qui est démobilisé à partir de 58, qui avait déjà travaillé au Maroc et qui va être engagé dès 1958 par Rivière pour travailler avec lui au déploiement du service de muséologie. Mais ce sont aussi des personnalités comme Jean Biazani, né en 1922,
Jean Châtelain, effectivement, un peu plus âgé, 1916, mais qui rentrent et qui vont se mettre au service et développer véritablement, notamment pour eux, la politique au niveau des musées de France, etc. Il y en a un dernier dont je voudrais terminer cette brève intervention par une citation, c'est Jean Clair, né un peu plus tard, effectivement, en 1940, mais qui résume assez bien cette transformation dont Philippe Duret a parlé à partir de 1963, ces changements qui amènent évidemment de nouvelles perspectives pour un certain nombre de professionnels et qui amènent justement aussi des règles de changement. Je cite Jean Clair dans Malaise dans les musées qui signale effectivement ce passage. Le concours entre-temps, écrit-il, avait permis d'ouvrir le monde clos des musées de France, jusque-là surtout composé de chargés de mission plus ou moins bénévoles, venus de bonnes familles, un corps recruté de manière plus démocratique et dont la formation professionnelle avait été assurée par les écoles de la République, les Chartes, l'École normale supérieure, une agrégation au moins. Si travailler était le fait de la canaille, comme disait La Fontaine, on fianterait la canaille. Et en quelque sorte, c'est la canaille qui va véritablement développer cette évolution ou cette révolution dans les années qui vont suivre. Merci. Merci beaucoup François. Je pensais à votre évocation du développement du tourisme dans les années 60, à André Malraux encore, et aux expositions, les œuvres françaises qui partent aux États-Unis. 1967, Toutankhamon, pour allier toutes vos communications toutes ensemble. Et nous parlions de muséologie, de cours de muséographie, et ça me faisait penser aussi à un contemporain de Jean Clair, Daniel Arras, qui a si bien parlé de l'impact de l'accrochage pour revenir à ce qui est au cœur du métier de décontextualisation, recontextualisation dans un musée. Alors je pense que Nathalie Simoneau, dont nous vous voyons à nouveau, bonsoir, va peut-être par le truchement de son analyse de la revue de l'AGCCPF nous parler de certains de ces acteurs de ces années-là qui ont contribué à ces réflexions sur l'impact de l'accrochage ou les personnalités des musées dans ces périodes. À vous la parole, Nathalie. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Très bien. Merci beaucoup de me permettre d'intervenir en visioconférence. Donc, je vais parler de la revue de l'AGCCPF après la Seconde Guerre mondiale et notamment vous parler de ses transformations. Donc, mon intervention porte sur l'après-guerre et sur les années 50, au moment où s'opèrent des transformations importantes dans la ligne éditoriale de la revue. Cette période, scindée en 3 temps, voit le passage d'un bulletin de quelques pages à une véritable revue sur les musées. Il s'agit donc d'une période centrale dans l'histoire de la revue et qui accompagne les évolutions des musées dans une période caractérisée par de nombreuses reconstructions et réaménagements de musées en France. La revue de l'AGCCPF est l'organe de liaison entre les membres. Selon Michel Florisson, alors conservateur au Louvre et secrétaire général de l'association, une association ne vit que dans la mesure où elle s'exprime. Et pour cela, le meilleur moyen d'expression et de diffusion reste le support écrit. L'origine de la revue remonte à 1923, où la toute jeune association des conservateurs fait paraître un premier bulletin de liaison dont les contenus reprennent partiellement ceux de la revue Muséa, revue des musées d'histoire naturelle de province. Le bulletin de l'AGCCPF traite d'une grande variété de sujets qui ne sont pas organisés en rubriques, mais traités pêle-mêle. Il communique des informations sur les membres, sur la vie de l'association et sur la vie des musées. À vocation pratique, le bulletin fournit aussi des informations aux conservateurs pour les aider dans leur situation professionnelle, logement de fonction, modalités de prise en charge des titres de transport, etc., mais aussi professionnels avec des informations sur le régime des dons et des legs, les méthodes de restauration et de préservation des collections, etc. Enfin, des articles en hommage à des personnalités des musées récemment disparus sont également publiés. Le bulletin est publié régulièrement, mais traverse une période d'instabilité à partir de 1929 qui se poursuit dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale où la parution est irrégulière. Alors venons-en à cette après-guerre. Le premier numéro publié après la guerre en 1948
a pour objectif de rassembler les troupes et de donner des informations sur les nouvelles évolutions législatives, celles dont on a parlé précédemment. L'association se concentre sur la relance de son activité, même si elle n'avait pas cessé complètement pendant la guerre, et surtout sur la nécessité de faire venir de nouveaux membres. À ce moment-là, le bulletin n'est pas présenté comme un support privilégié de transmission d'idées entre les conservateurs. Il est un document à caractère strictement informatif, sans que les membres aient encore conscience de la portée didactique qu'il peut avoir dans l'acculturation aux nouveaux objectifs fixés au musée. Il est édité sous la forme d'une brochure, dans un format identique au numéro d'avant-guerre, mais dans une qualité de papier moindre qui s'explique par la pénurie des matériaux après la guerre. À partir de 1948, la mort brutale du secrétaire général de l'association, Paul Rode, à l'âge de 47 ans, entraîne à nouveau l'association dans une forte période d'instabilité. Le bulletin, qui jusque-là se présentait avec une mise en page soignée, n'est plus constitué que de quelques feuilles dactylographiées, sommairement agrafées, et cette situation perdure jusqu'en 1952. Durant cette période, donc entre 1948 et 1952, l'association peine à trouver son souffle. Le bulletin s'apparente à un annuaire de quelques pages où figurent des listes d'aptitudes et de nominations de conservateurs dans les musées. Les informations qui y sont consignées restent purement informatives et ne présentent pas de point de vue personnel. Aussi, n'y trouve-t-on que des indications laconiques sur l'actualité récente des réaménagements et des expositions. Face à la pauvreté du bulletin, et afin qu'il accomplisse pleinement son rôle d'organe de cohésion entre les membres, les conservateurs sont invités à signaler eux-mêmes, d'une part, les transformations apportées aux différents musées dont ils ont la charge, et d'autre part, les mutations et nominations des conservateurs dont ils auront connaissance. Malgré les difficultés financières et le manque d'informations, l'ambition de publier un bulletin trimestriel tient la route, et l'on voit apparaître, en mars 1950, le premier article de fond qui porte sur la rénovation des musées depuis la guerre. L'émulation entre conservateurs porte ses fruits, si bien que lorsque les premiers articles établissant des synthèses ou des monographies de musées paraissent régulièrement, le bulletin gagne en qualité et commence à jouer son rôle de médiateur d'informations plus riches. Dès lors, chaque numéro comportera un article de ce type, prémisse de l'évolution vers un contenu plus théorique et un modèle de bulletin s'apparentant davantage à celui d'une revue. Il restait à en fixer la forme. En février 1953, le bulletin retrouve sa forme d'avant 1948, améliorée avec l'adjonction d'une couverture et d'un sommaire. À partir de là, la pagination des bulletins sera numérotée en continu et les premières illustrations feront leur apparition. Corrélativement à l'amélioration du bulletin, le nombre de membres présents lors des congrès augmente régulièrement. À partir de 1954 s'ouvre alors une nouvelle période. On l'a vu, tous les ingrédients permettant de passer du simple bulletin d'information à une revue se mettent en place à partir de 1950 avec la publication régulière d'articles de fond et un soin apporté à la forme à partir de 1953. Sous la présidence de Hans Haug, conservateur des musées de Strasbourg et président du conseil d'administration de l'association, le bulletin est structuré en 4 rubriques: vie de l'association, qui correspond au bulletin existant, et 3 nouvelles rubriques: la vie des musées de province, technique muséographique et recherches historiques et scientifiques à propos des collections conservées. Le souhait de créer une rubrique de technique muséographique montre le besoin des conservateurs dans ce domaine et la volonté de s'aligner sur une revue de stature internationale comme Muséum. Le tournant majeur du bulletin est ainsi apporté au crédit de Hans Haug, qui va impulser la dynamique nécessaire à cette transformation.
L'ambition de publier un bulletin plus volumineux se heurte en revanche au manque de moyens de l'association. Bien qu'il soit prévu un système d'abonnement auquel les bibliothèques municipales et des personnalités extérieures pourraient souscrire, ainsi que l'intégration d'annonces publicitaires venant abonder le budget, le bulletin peine à trouver les financements nécessaires pour le faire évoluer vers un périodique plus ambitieux. À partir de la fin 1954, on inaugure une nouvelle série avec une nouvelle présentation qui fait définitivement passer le bulletin au statut de revue. Le format est plus grand, le nombre de pages triple et la couverture est en couleur. Le terme bulletin disparaît du titre pour devenir musée et collection publique de France et de l'Union française. C'est le moment où l'association adhère à l'ICOM, une ambition internationale qui se traduit par l'ouverture de l'association aux pays de l'Union française, Maroc, Chine, pays africains, quelques mois auparavant. Après la publication des premiers numéros de la nouvelle série, au tournant de 1954-1955, le secrétaire général, Michel Florisson, se félicite, je le cite, du standing qu'a acquis au cours de la dernière année notre association, grâce à la transformation du bulletin de l'association en une véritable revue des musées français et de muséologie. Formule reprise par le directeur des musées de France, Georges Salles, qui, lors d'une séance du comité consultatif de l'ICOM le 11 juillet 1955, affirme, je cite, que le bulletin de l'association des conservateurs est devenu une véritable revue de la profession sur le plan national. Ainsi, au seuil des années 60, la revue devient pour l'association bien plus qu'un outil de communication. Elle est son fer de lance et la partie la plus visible de son action, notamment à l'échelle internationale, se rapprochant en cela de revues bien identifiées dans le paysage éditorial, comme la Revue des musées de France ou Muséum, pour ne citer que ces deux-là. En moins de 15 ans, le simple bulletin associatif est devenu revue, une évolution majeure dans l'histoire de l'association et dont elle ne se départira plus ensuite. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai la sensation, en tant que modératrice, que d'une part, nous avons tenu l'horloge, c'est bien, nous sommes restés maîtres du temps, et que d'autre part, vos 4 interventions, et merci infiniment à vous 4, étaient très complémentaires et en harmonie finalement avec de jolies correspondances. Je sais qu'au moins à ma gauche, Philippe Duret ne sera peut-être pas là à la fin de la seconde table ronde. Donc du coup, je me tourne vers vous, Catherine, Christophe. Est-ce que des questions de la salle peuvent intervenir maintenant? Il nous reste 5 minutes. Normalement, il est prévu questions de la salle après oui. Les 2 tables rondes. Et s'il y a des questions particulières plutôt à Philippe... Parce que François, vous restez, vous êtes aussi dans ce train. Ok, donc voilà, c'était simplement, comme il nous reste 5 minutes, s'il y avait des questions spécifiquement pour M. Duret, ça serait le moment de les lui poser. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, Madame Simoneau, vous êtes peut-être dans le même cas, vous n'avez peut-être pas envie de vous rebrancher plus tard pour les questions. Merci Christophe de me... Mais je vais rester toute l'après-midi puisque Madame Cuenca m'a autorisé à garder le Zoom toute l'après-midi, donc je resterai avec vous très volontiers. Je vous passe un micro si vous voulez. J'espère qu'il oui, il marche. Merci bien. D'accord. Deux questions. À partir de quand intervient la formation continue? Parce que là, vous avez parlé de formation initiale. Et d'autre part, à partir de quand les conservateurs des musées contrôlés ont-ils effectivement une forme de validation universitaire de leurs compétences? Alors,
Il y a la question de l'inscription sur la liste d'aptitude qui reste posée et qui s'étend. Alors je ne saurais plus à quelle date exactement, mais les conservateurs des musées contrôlés doivent eux aussi être inscrits sur une liste d'aptitude à partir d'une certaine date, dans les années 60, je dirais, au milieu des années 60, ou peut-être même avant, oui. Je n'ai j'ai plus la date en tête, mais qui fait appel à l'examen de leurs titres universitaires. Hein, voilà. Alors ça peut être. J'ai vu moi au début de ma carrière, déjà bien longtemps, l'inspection gérer, notamment l'inspection des musées classés et contrôlés, gérer la liste d'aptitudes et recevoir les candidats à l'inscription sur cette liste pour voir s'ils avaient les titres nécessaires pour pouvoir y figurer. Et puis, votre première question sur la formation continue. Alors là, l'école n'en a pas véritablement fait. C'était de la formation initiale. Enfin, en ce qui concerne la section supérieure, ça se passait après le bac. Hein, voilà. Ensuite, la formation continue de conservateur, non, ça, l'école n'en a jamais fait. Où y en a-t-il eu ça? Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une des initiatives de Jean-Pierre Bady quand il crée l'École nationale du patrimoine, qui était différemment posée de l'École du patrimoine, notamment pour les questions de formation continue. Et pour être d'une des premières promos, pas tout à fait, parce que moi j'étais 6e promotion, en 95, c'était déjà rodé. C'est-à-dire que c'est en 1991 plutôt, c'est la création de l'ENP, que École nationale du patrimoine, alors que je crois qu'à l'École du patrimoine, auparavant, il n'y en avait pas. En tout cas, je pense que c'est vraiment ça. C'est la date de 1991 sur l'initiative de Jean-Pierre Bady qui, là encore, parachève le copier-coller avec la formation de l'École nationale d'administration pour la culture et les conservateurs du patrimoine. D'autres questions, monsieur ?